Des ruines fumantes. Il ne reste rien de ce quartier de Gaza où vivaient 15 000 personnes. Seul le bourdonnement des drones de combats israéliens rompt ce silence de mort. On a juste eu le temps d'entendre les missiles nous tomber dessus. Nos enfants sont morts, nous sommes tous morts. Je suis terrifié, terrifié. Cette énorme explosion, c'est l'université de Gaza ce matin. L'armée israélienne assure avoir détruit 350 cibles du Hamas depuis cette nuit. Au milieu des bombardements, des centaines de civils palestiniens. N'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur. La bande de Gaza est assiégée. À l'intérieur survivent 2 millions de personnes, 1 sur 2 à moins de 20 ans. Cet après-midi, une de nos équipes filmait ces scènes de vie quotidienne. De longues files d'attente devant les boulangeries, par exemple, où l'on fait le maximum de provisions. Il y a 9 familles qui sont venues vivre chez moi. Elles viennent de partout de Gaza. 23 000 habitations ont été détruites, selon le gouvernement palestinien. Nous sommes entrés à l'intérieur d'un centre de déplacés de l'ONU, dans Gaza, où des centaines de familles ont trouvé refuge. Ici, il y a des enfants, des femmes et des malades. Mais il n'y a plus d'eau courante. Et quand les bombes ne tombent plus à Gaza, nous croisons ces chariots-citernes, tirés par des chevaux. Des dizaines de jerrycans remplis à la hâte dans les rares robinets qui fonctionnent encore. Israël l'a annoncé. Bientôt l'eau et l'électricité seront définitivement coupées à Gaza. De l'autre côté du mur, en territoire israélien, c'est toujours la confusion. Certains craignent le retour des terroristes. Des habitants des villages martyrs les soupçonnent d'être encore dissimulés dans des caches. Lise Romboudou, Lucas Lassalle et Fabrice Hamzel ont pu prendre la mesure de la peur qui règne encore sur place. Les tirs de roquettes s'enchaînent et se rapprochent de l'immeuble où nous travaillons. Il ne faut pas s'éloigner de l'abri. Dans les rues d'Ashkelon, il n'y a plus personne. L'atmosphère y est pesante. Et la nuit dernière a été très tendue. Ah, c'est des tirs. Des tirs de mitrailleuses qui résonnent dans ce quartier. L'armée tente de neutraliser 3 terroristes du Hamas réapparus tout à coup. Allez, dépêchez-vous. Ce n'est pas une blague. Courez, courez. Nous nous réfugions dans cet hôtel avec Nitaï, un jeune réserviste. Les terroristes sont dans la zone industrielle d'Ashkelon. C'est juste à côté d'ici. Nous quittons vite cette zone. La ville est totalement déserte. Ce matin, dans le seul café ouvert, ses habitants se posent tous la même question. Combien de terroristes sont encore présents dans la ville? Cet homme nous montre le couteau qu'il porte désormais sur lui, au cas où. Les terroristes ont pris des uniformes de soldats et de policiers morts et se sont cachés. Quand ils sont ressortis de leur cachette hier, il y a des gens qui ont vu qu'ils n'étaient pas des juifs, mais des arabes déguisés. Ici, la méfiance commence à se répandre, presque autant que la peur. Estelle, depuis 5 jours, une franco-israélienne, se barricade dans sa maison. Voilà, c'est fermeture obligatoire. Voilà, verrouillage. L'intrusion terroriste, ça nous terrifie. Ouais. Là, vraiment, on est terrifiés. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, se barricader, comme je vous dis, tout fermer, vérifier. Comme je vous dis, on n'ouvre pas à n'importe qui. Quand ça tape à la porte, on n'ouvre pas. La nuit tombe, les tirs de roquettes continuent. Le Hamas semble vouloir maintenir la pression sur Ashkelon. Le Quai d'Orsay a annoncé ce soir que 11 ressortissants français avaient été tués lors de l'attaque du Hamas. 18 autres sont portés disparus. Certains d'entre eux sont peut-être détenus en otage. Le sort des otages hante également les Israéliens. Combien le Hamas en a-t-il capturé? Et parmi eux, combien d'enfants et même de bébés? Des dizaines de parents et de proches vivent tenaillés par l'angoisse. Florence de Juvigny, Benoît Cristal, Pauline Normand et Antoine Pocry. 5 jours sans nouvelles. Les plus longs de sa vie, à se demander ce que son petit-fils Ethan, 12 ans et demi, a pu ressentir lorsqu'il a été enlevé avec son père, pieds nus,
en pyjama. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'on lui a donné quelque chose de chaud? Est-ce qu'on le frappe? Parce que ce sont des monstres qui l'ont kidnappé, pas des hommes. Silence du côté du gouvernement israélien. Alors elle implore la France, le pays de la mère d'Ethan. Je voudrais dire au président Macron, vraiment, qu'il y a des enfants innocents, dont mon petit-fils Ethan, qui se trouvent là-bas. Je veux qu'il sache et qu'il fasse tout ce qu'il peut. Combien d'enfants enlevés aux côtés du petit garçon? Trop tôt pour le dire, sur les réseaux sociaux, des visages d'enfants, des avis de recherche de tout le pays. Certains n'ont que quelques mois. Parmi eux, ceux de Noam, 12 ans, Navé, 8 ans, et Yael, 3 ans, la cousine et les neveux de Shaked. Depuis samedi, rien, que des questions sans réponse. Je n'y croyais pas au début, parce que je me disais, qui enlève des jeunes enfants? Tout est horrible, mais juste d'imaginer des tout petits vivre ça, je n'ai aucune idée. S'ils sont avec leur mère ou non, s'ils sont avec leur père, je ne sais pas où ils sont. Des enfants pris pour cible, l'idée l'horrifie depuis toujours, quel que soit le territoire. Les enfants ne devraient pas être tués, ni les nôtres, ni les leurs, ni aucun. L'impuissance d'une tante, venue chercher de l'aide auprès de l'ambassade d'Allemagne, ses 2 neveux ont la nationalité allemande. Depuis le début de cette guerre, il y a 5 jours, tous les regards se tournent vers un périmètre très restreint, une bande de terre de quelques kilomètres de large du sud au nord de l'enclave de Gaza. C'est là que les terroristes du Hamas ont commis leurs crimes. C'est aussi là que l'armée israélienne a pris position et que convergent les renforts. L'une de nos équipes a pu se rendre sur place aujourd'hui entre Ashkelon et Yesha. Esther Lefebvre, Fabrice Maillard, Frédéric Mignard et Anne Dacosta. Une roquette vient juste de tomber au bord de la route qui mène au poste frontière. Gaza est toute proche. Les missiles du dôme de fer israélien décollent en permanence, mais ne parviennent pas à contrer toutes les attaques. Sur leur garde, les militaires multiplient les contrôles. C'est une zone de guerre, désolé. Vous ne pouvez pas passer par là. Il y a des terroristes qui sont arrivés ici? Oui. Quand? Combien? Il n'en dira pas plus. Mais c'est l'autre danger, des combattants palestiniens infiltrés par la mer, la Méditerranée, que nous apercevons à distance. Comme vous le voyez, tous les journalistes sont arrêtés ici. Nous sommes à la frontière nord de Gaza et interdiction d'aller plus loin. Reprenons la route, direction le sud, comme ces camions de munitions et ces renforts militaires. Dans cette région de Kibboutz, nous traversons un village agricole, quadrillé par l'armée et des brigades citoyennes. Samedi, il n'y avait pas l'armée ici, c'était très dur. Le mari de sa sœur a été tué. Il est parti au Carrefour pour aller à Beersheba. Là-bas, il avait un terroriste, il a tué plein de personnes. Son fils, il est à l'armée. Il a trouvé son père dans la voiture, mort. Au bout de la rue, en effet, sa voiture est toujours là, parmi d'autres, criblée de balles. Au bord des routes dans cette zone, nous apercevons des corps de combattants palestiniens. Un peu plus loin, nouvelle mise en garde. Faites attention, il est possible qu'il y ait des terroristes habillés en civil sur la route. Un risque omniprésent, mais l'armée israélienne dit aujourd'hui contrôler la zone et avoir sécurisé toutes les brèches de la frontière. Depuis le début de l'offensive du Hamas samedi matin, l'état-major israélien et les services de renseignement se demandent comment l'organisation terroriste a pu mettre au point une attaque aussi sophistiquée et coordonnée. Elle était sans aucun doute en préparation depuis des mois, ce que confirme le déroulement des faits. Sophie Chevalleroux et Pierre Bram. L'attaque était coordonnée. Une intrusion sur terre et dans les airs. Sur une vidéo de propagande de 2 minutes, le Hamas affiche son mode opératoire. 6h30, début de l'attaque. Des drones aveuglent les gardes-frontières israéliens en larguant des explosifs sur les caméras et détecteurs de mouvement. Puis plusieurs milliers de roquettes sont lancées sur Israël. Simultanément,
des hommes du Hamas s'introduisent en parapente, cerclés ici en rouge, mais aussi en pick-up et à moto. Comment ont-ils pu faire exploser une partie de ce mur en béton et arracher cette grille au bulldozer aussi facilement? Les patrouilles de l'armée israélienne étaient moins nombreuses ce jour-là. Comme c'est une période de fête religieuse, un grand nombre de militaires étaient en permission, d'autres étaient occupés en Cisjordanie, où il y avait des troubles. Et le temps de mobilisation, de rappel des troupes qui étaient dispersées, etc., a laissé aux combattants, aux terroristes du Hamas, un laps de temps considérable. Une frontière de 65 km, où l'on dénombre au moins 7 points de passage terrestre, auxquels s'ajoutent des intrusions aériennes et maritimes. Sur ces images, des hommes en treillis, mais aussi en t-shirt, sans protection et visiblement jeunes. Pour tromper la population, les combattants du Hamas utilisent ces pick-up blancs, quasi similaires à ceux de la police israélienne. Chaque groupe a un objectif bien précis, les kibboutz de Re'in, Niroz ou encore Be'eri. Les habitants y ont été massacrés. Sur ces images filmées par notre équipe aujourd'hui, le reste des maisons attaquées, les unes après les autres.